Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des interviews. Je vois que le premier vous a énormément plu, vous avez été plus de 600 à regarder la première vidéo avec Zion Nebo, jeune espoir du STB Le Havre. Aujourd'hui nous accueillons Emilien Card, jeune pilote automobile en endurance. Salut Nathan, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci de me recevoir. Écoute Emilien, on va démarrer tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter ton parcours scolaire et ton parcours dans le sport auto s'il te plaît? Ouais. Alors je m'appelle Emilien Card, ça fait un peu alcoolique anonyme de démarrer comme ça, mais voilà, j'ai 24 ans, j'ai commencé le sport auto il y a près de 20 ans maintenant. Et j'ai fait toute ma carrière en kart pendant une dizaine d'années, ensuite je suis passé en voiture. En championnat d'Europe d'endurance principalement, et cette année en Lamborghini Super Trofeo Asia. Et puis d'un point de vue scolaire, un parcours classique, primaire, collège, lycée. Le lycée je l'ai vécu en sport-études au centre de la Fédération française, au centre de formation de la Fédération française de sport auto au Mans. Et puis ensuite mes études supérieures, un BTS en management et une licence en management également. Ok. Merci. Et du coup, tu disais que tu étais pilote en endurance, dans le championnat européen d'endurance principalement. Mais qu'est-ce qu'une course d'endurance par définition en fait? Une course d'endurance, c'est une course qui va se tenir sur une durée plus longue qu'une course sprint, ça on peut évidemment s'en douter. Mais aussi une course où on va partager la voiture avec d'autres pilotes, on va avoir un changement de pilote à un moment donné et où on va aussi, dans un certain nombre de cas, partager la piste avec d'autres catégories, plus ou moins performantes que celles dans lesquelles on roule. Donc voilà, il y a beaucoup plus de partage et puis évidemment la notion principale c'est la notion de durée avec des courses qui vont de 2 jusqu'à 24 heures. D'accord. Et justement, pourquoi on partage la voiture en endurance? Pourquoi tu ne serais pas tout seul dans la voiture? Parce que c'est aujourd'hui physiquement impossible de tenir pendant aussi longtemps. 24 heures de course tout seul, c'est pas possible. 2 heures de course tout seul, c'est faisable, mais c'est pas la philosophie des courses. L'objectif, c'est d'avoir vraiment cette notion de travail d'équipe qui est bien ancrée et donc d'y travailler sur chaque week-end de course. D'accord. Ensuite, tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé le sport auto il y a plus de 20 ans. Donc justement, à quel âge est-ce que tu as commencé à piloter et est-ce que tu as eu des principales influences? Alors j'ai commencé le sport auto il y a près de 20 ans, donc à 5 ans. Dès que j'ai eu le droit de le faire, j'ai demandé à rouler dès l'âge de 3 ans et dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et mes principales influences, je dirais que ça a tout d'abord été mes parents qui ont fait 7 ans de championnat de France des rallyes ensemble. Et voilà, la passion vient de là, même si ça a toujours été une demande de ma part de rouler. Ils m'ont jamais poussé, c'est quelque chose qu'on partage. Et puis après, dans les pilotes encore actifs, je dirais qu'aujourd'hui, une grosse inspiration, c'est Lewis Hamilton. J'aime beaucoup sa manière d'approcher un week-end de course, son style de pilotage. Donc voilà. Ok, donc pour toi, ton pilote favori, ça serait du coup Lewis Hamilton? Ouais, en F1 aujourd'hui, si je devais en choisir un, ce serait lui. D'accord. Donc toi, tu faisais du karting, tu as commencé à l'âge de 5 ans. Et il y a un certain Didier Blot qui t'a repéré. Didier Blot, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été notamment le formateur de Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui sont dans l'écurie Alpine, que vous voyez juste là, dans le tableau derrière moi. Donc, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à participer à certaines courses avec donc, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ou même d'autres pilotes reconnus aujourd'hui? Ouais, j'ai été repéré par Didier très jeune, aux alentours de mes 8 ans. J'ai partagé des week-ends de course avec Esteban et Pierre, plutôt en karting. Ils sont un peu plus vieux que moi, donc on n'a jamais roulé ensemble dans les mêmes catégories. Mais par contre, j'étais sur les mêmes week-ends de course qu'eux, au même titre que Max Verstappen, pour le coup, j'ai roulé avec eux dans les mêmes catégories, mais Lance Stroll, George Russell, Lando Norris, tous ces pilotes-là aujourd'hui, même Guan Yu Zhou, qui sont aujourd'hui en F1, j'ai partagé la piste avec eux, principalement en kart. Ok, est-ce que tu as peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter, justement avec un de ces pilotes?
Je pense que la plus parlante, ça va être la première fois que j'ai vu Lando Norris arriver sur un week-end de course. C'était en championnat d'Europe Rotax. Lando a toujours été un pilote très petit format. Et quand il est arrivé, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup de combinaisons avec des ceintures à scratch. Et en fait, lui, s'il scratchait sa ceinture sur les encoches normales, ça bâillait au vent, enfin, c'était pas possible. Donc lui, il avait des nœuds sur sa ceinture. Et ça l'a pas empêché d'arriver petit anglais, première course de la saison et de démolir tout le monde. Il avait déjà un talent exceptionnel à cette époque-là. Ouais, bah forcément, il a travaillé pour arriver là où il en est. C'est ça. Et gagner une course de F1 comme il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines à Miami, enfin. C'est vrai, c'est vrai. Donc justement, toi, est-ce que tu aurais peut-être une raison d'avoir choisi le monde de l'endurance plutôt que celui de la Formule 1 comme tes compatriotes normands Gasly et Ocon? La raison, c'est une question de préférence, principalement. En fait, j'ai participé aux 24 heures du Mans karting pour la première fois en 2015 et je suis tombé amoureux de l'endurance à ce moment-là. Ce côté, cette notion de travail d'équipe, à la fois avec l'équipe technique, mais aussi entre pilotes, et le fait de, au sein d'une même course, connaître des conditions extrêmement différentes entre le jour, la nuit, potentiellement de la pluie, rouler pendant des longues durées, c'est en plus quelque chose qui convenait beaucoup mieux à mon style de pilotage, où j'étais pas un pilote qui était en kart forcément très agressif et qui était le plus rapide sur un tour. Mais par contre, j'avais cette capacité à être très régulier et à sortir plusieurs dizaines de tours dans le même dixième. Donc ça vient, c'est vraiment très utile en endurance. Et le format sprint me convenait moins. Et j'ai toujours plus rêvé des 24 heures du Mans que du Grand Prix de Monaco. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc en 2012, on va faire par ordre un peu chronologique. En 2012, tu intègres l'équipe de France junior en kart et tu deviens pilote officiel Sodi Kart. Ouais. Sodi Kart, c'est leader mondial dans l'industrie du karting, si je ne me trompe pas. Plus gros constructeur de kart au monde. En fait, concrètement, c'est quoi être pilote officiel Sodi Kart en équipe de France? Le Sodi Kart et l'équipe de France, c'est vraiment dissocié. D'accord. Tu as d'un côté l'équipe de France qui s'appelait à l'époque le programme 10-15. Donc c'est l'équipe de France junior pour des pilotes entre 10 et 15 ans comme son nom l'indique. Simplement. Et où là c'est la fédération qui sélectionne des pilotes en France en général en sortant des catégories minimes et cadets. Avec pour but de leur apporter un encadrement et un objectif de professionnalisation déjà assez jeune dans sa démarche de pilotage et de construire un week-end de course. On avait 4 stages dans l'année où on faisait de la préparation physique, de la préparation mentale, des cours d'anglais, commencer à travailler avec des acquisitions de données. Et on avait aussi un peu de roulage, ce qui était vraiment exceptionnel à l'époque. Donc c'était vraiment une super expérience. Et puis c'était une espèce de colonie de vacances, quoi. On se retrouvait avec tous les pilotes du programme 4 fois par an au Mans pendant une semaine. On dormait dans des gîtes tous ensemble. C'était vraiment génial. Et puis le côté pilote officiel pour Sodi Kart, ça consistait en tout simplement représenter la marque, m'engager dans les championnats d'Europe KF3 et Rotax à l'époque pour pouvoir représenter la marque, courir aux couleurs de ces châssis et puis aider au développement des châssis de compétition. Et donc en contrepartie de quoi, j'avais une dotation en matériel où j'avais droit à plusieurs châssis dans l'année et tout le matériel qui me permettait de courir. Qui m'était gracieusement offert. À 12 ans, on n'est pas rémunéré pour rouler, mais voilà, le contrat me permettait d'avoir ce genre d'outils à ma disposition et c'est déjà très utile et enfin, je veux dire, en termes d'aide, c'est déjà exceptionnel parce que déjà à ce niveau-là, le sport coûte extrêmement cher. Et donc c'est un support exceptionnel pour pouvoir essayer de se développer en tant que pilote, malgré le fait qu'on soit très jeune. Ok. Et du coup, tu me disais que tu as participé au championnat d'Europe Rotax, c'est ça? Et du coup, tu représentais la France
dans ce championnat? Ou alors Non, pas la France, mais alors, indirectement, oui, parce qu'en fait, j'étais le seul Français dans la catégorie. D'accord. Mais c'était avant tout, l'objectif était avant tout de représenter le constructeur Sodicart dans ce championnat-là, parce que c'était un championnat qui leur tenait à cœur, dans lesquels ils avaient des vrais objectifs sportifs. Et donc, ça me permettait de compléter mon programme et d'avoir un programme vraiment fourni avec beaucoup de courses tout au long de l'année, où je faisais entre 15 et 20 week-ends de courses par an, hors entraînement. D'accord. Et donc toi, on le rappelle, tu avais 12 ans à cette époque-là. C'est ça. Est-ce que tu avais une certaine pression, notamment avant les courses par exemple? Ou alors est-ce que tu as réussi à surmonter? Est-ce que tu étais préparé à ça? Je pense qu'à cet âge-là, on ne ressent pas encore la pression. Il y a de la pression sportive parce qu'on a toujours envie de faire du mieux qu'on peut, d'aller chercher des résultats. Et voilà, je reste un compétiteur. Donc forcément, si je fais de la course, c'est pour gagner. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de conscience de la pression que ça peut représenter, de tout l'environnement qu'il y a autour. J'étais extrêmement conscient, grâce à mes parents, de tout ce qui était fait pour moi, pour m'aider en termes d'investissement, en temps financier, et des sacrifices que ça pouvait représenter pour la famille aussi, de passer ses vacances sur des pistes de karts à rouler. Mais je dirais pas que ça induisait forcément une pression de mon côté. J'essayais toujours de tout simplement donner le meilleur. Ok. Et pendant une course, je me posais la question, à quoi tu penses en fait? Est-ce que tu penses à, je sais pas, doubler ton adversaire? Est-ce que même tu penses au danger que tu encours? Le danger, non. Le danger, clairement pas, parce que je pense qu'à partir du moment où tu commences à trop réfléchir au danger, il y a une retenue qui s'instaure et on manque de performance. Donc j'ai toujours dit que le jour où j'aurai peur, j'arrêterai. Parce que ça deviendra, je serai plus aussi performant et ça peut même devenir dangereux pour le coup. Maintenant, à quoi je pense quand j'ai la visière baissée, il n'y a pas une projection extrême dans l'avenir. C'est beaucoup plus. La projection, elle se fait sur le virage suivant, la stratégie qu'il faut mettre en place dans la course, essayer d'être le plus précis possible en permanence. Et c'est vraiment mettre à profit toute l'énergie qu'on a en stock dans son cerveau pour essayer de réfléchir sa course et être le plus précis. Je pense qu'aujourd'hui, le pilotage, c'est plus une notion de précision, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on était plus dans une notion de prise de risque. Le risque diminue au fil du temps, mais pour autant, les voitures et les karts deviennent de plus en plus technologiques à rouler. Il y a une charge mentale qui est vraiment exceptionnelle dans cette discipline. Donc, toute mon énergie et mon attention est focalisée là-dessus. Ok. Et est-ce que, peut-être, je ne sais pas du tout, mais quand tu avais donc 12 ans, tu roulais en kart, est-ce que ces karts-là étaient équipées à l'époque de la radio? Est-ce que tu étais en radiocommunication avec ton équipe? Non, en kart, il n'y a jamais de radio. On n'a pas le droit à la radio. Donc, on est vraiment seul maître à bord. Après, on met en place avec notre mécanicien qui a une passerelle spécifique pour aller voir la course en hauteur. Et en général, il a une vision d'ensemble. Ouais. Et on met en place avec notre mécanicien des langages, un peu de langue des signes en fait, pour essayer de communiquer, pour donner des infos sur la course, essayer d'adapter son pilotage. Ils ont cette possibilité d'avoir un recul physique sur la course. Mais il n'y a pas de communication directe comme on peut avoir en Formule 1 ou en voiture. D'accord. Ensuite, pour ta dernière saison donc en kart, en 2015, tu intègres le KZ2, ouais. La catégorie reine et surtout la plus exigeante en karting. Absolument. Et pour cette saison, tu finis 10e de la Coupe de France, 3e du championnat Île-de-France et demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est ça. Donc, tu as participé à plusieurs championnats dans la saison. Ouais. En fait. Et comment ça se passait du coup Ça a été une année fabuleuse parce que le kart, enfin le KZ, le kart à boîte de vitesse, c'est, comme tu l'as dit, c'est la catégorie reine du kart. C'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a de plus violent, c'est ce qu'il y a de plus exigeant physiquement.
Vraiment, quand j'ai commencé le KZ, ça faisait déjà 6 mois que j'étais au pôle France de la fédération en sport-études. Donc j'avais déjà 6 mois de préparation physique dans les jambes. Et à la fin de la première journée, mais je me suis endormi dans la voiture parce que j'étais lessivé. On a un rapport poids-puissance qui est vraiment impressionnant. Et c'est pas pour rien que des pilotes de F1 continuent de faire du kart pendant l'hiver et qui font du KZ parce que c'est hyper exigeant. Et ça a été une année fabuleuse, honnêtement. C'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de niveau, il y a le plus d'expérience. Les pilotes sont là en général depuis de nombreuses années. Donc quand on arrive et qu'on est le petit jeune, il faut essayer de faire son trou. C'est pas évident parce que quand on a 15 ans, se mesurer à des pilotes qui ont 25, 30 ans et 10 ans de KZ derrière eux, forcément il faut essayer il faut rester humble vis-à-vis de ces gens-là, essayer de s'en inspirer et d'être respectueux de la catégorie, mais aussi s'imposer quand il le faut. Et c'est une catégorie qui est géniale pour ça. On pousse tout à l'extrême, la préparation du moteur, la préparation du châssis. Donc c'est hyper formateur. Ça implique aussi une gymnastique qui est un peu différente parce qu'il faut apprendre à compter les rapports. On n'a pas sur le chrono sur le volant. Compteur. Non, on a un chrono sur le volant pour avoir nos temps autour, etc. Mais c'est pas comme le dashboard sur une voiture de course où on a les rapports engagés. C'est une habitude à prendre et en plus c'est très très violent et physiquement très exigeant. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait s'imposer, que quand tu arrivais en petit, avec tous je vais pas dire les anciens, mais ceux qui ont de l'expérience dans la catégorie, toi, je pense que tu as réussi à t'imposer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu as quand même fini demi-finaliste de la Coupe du Monde, 3e du championnat de France, 10e de Coupe de France. Et comment ils fonctionnaient ces différents championnats, notamment la Coupe du Monde? Alors la Coupe du Monde, c'est un événement unique. C'était au Mans cette année-là. Donc pour le coup, je vivais au Mans déjà depuis 1 an, donc c'était pratiquement à domicile. Mais ça dure toute une semaine en fait. Il y a à peu près une centaine d'engagés et il y a beaucoup de séances d'essais pour travailler, peaufiner les réglages du kart, comprendre l'utilisation des pneus parce qu'en plus pour la Coupe du Monde, c'est un manufacturier de pneus qui était vraiment particulier pour cet événement et qui était complètement différent les pneus étaient complètement différents de ce que j'avais l'habitude de rouler toute la saison. Donc il a fallu que je m'y habitue et qu'on comprenne le fonctionnement de ces pneus. Et puis ensuite, on a une séance de qualification qui se fait par groupe parce qu'on ne peut pas mettre 100 pilotes sur la piste en même temps, qui donne un classement. Et puis après, on fait des manches qualificatives qui sont des mini-courses, des courses très courtes où on fait entre 5 et 10 tours. Donc c'est vraiment couteau entre les dents, un départ à arrêter à chaque fois et où le but c'est d'essayer de toujours se classer le mieux possible pour avoir la meilleure position moyenne pour arriver en pré-finale. Et ensuite, il y avait 2 pré-finales. Il fallait se qualifier dans les 15 premiers pour passer en finale. Et puis ça a été un week-end un peu compliqué. Pendant la dernière manche qualificative, j'ai eu un très gros crash au départ. J'ai été pris en sandwich entre 2 karts et il faut savoir qu'en KZ, le 0 à 100, on le fait en moins de 3 secondes. Donc ça allait vraiment vite. J'ai été éjecté du kart. Emmené au centre médical, j'ai pu quand même faire la manche, mais en repartant dernier, j'ai fait toute la manche avec un tibia et le bassin déplacé. Avec l'adrénaline sur le coup, tu sens rien, donc on s'en rend pas compte. Je fais une manche, mais pour le coup, j'avais déconnecté mon cerveau, je tentais des freinages qui venaient d'une autre planète en me disant mais jamais ça passe. Et en fait, si ça passait, c'était vraiment exceptionnel. Et donc ça m'a pas mis dans les meilleures dispositions pour la pré-finale. En pré-finale, il se met à pleuvoir. Je fais un très bon départ. Et puis en fait, la piste s'est asséchée pendant la course. On n'avait pas forcément anticipé ça. On a énormément dégradé les pneus, et ce qui fait que j'ai été qualifié pendant les 3 quarts de la course. Et puis juste à la fin, je passe pas le coup près, donc pas la possibilité de se qualifier en finale. Mais bon, c'était une expérience qui était quand même intéressante pour, encore une fois, ma première et seule saison dans la catégorie. D'accord. Donc du coup, Coupe du Monde, Île-de-France,
enfin championnat Île-de-France et Coupe de France. C'est ça. Est-ce que ça t'arrivait d'avoir plusieurs courses le même week-end? Alors non, en fait, chaque week-end, on court pour un championnat particulier. D'accord. Et puis après, d'un week-end à l'autre, on peut changer de championnat. Au-delà de ça, il y avait aussi un championnat qui s'appelait la Stars of Karting. Il y avait aussi le championnat de France. Il y a différentes courses comme ça tout au long de la saison. Mais après, oui, au sein d'un même week-end, on fait quand même plusieurs courses, en suivant le schéma que je t'ai expliqué avec ce principe de manche qualificative, pré-finale, finale, à chaque fois. D'accord. Ensuite, c'est la fin de ton chapitre en kart, puisqu'en 2016, tu fais tes débuts en automobile avec la Clio Cup France et Espagne. Donc la Clio Cup, si je ne me trompe pas, c'est un championnat avec une quarantaine de participants, uniquement en Clio. C'est ça. C'est ça. Tout le monde a des Clio. Moi, c'était des Clio 4 RS à l'époque, donc formule monotype. J'ai retrouvé un peu cette ambiance du KZ parce que en fait c'est des formules de promotion mais où on a des pilotes qui sont extrêmement expérimentés. C'est vraiment des spécialistes de la catégorie. À titre d'exemple, sur la première journée test que j'ai fait en Clio Cup, j'ai discuté avec mon coéquipier Marc Guillot qui était le champion en titre de la saison 2015 et en discutant, il me dit moi j'ai commencé la Clio Cup en 98 et je lui dis moi j'étais pas né et donc il m'a remercié pour le coup de vieux et moi je me suis dit il y a quand même une grosse marche à franchir. C'est des gens qui ont une expérience folle. Et moi, je découvrais tout. Je découvrais la voiture, je découvrais ce que c'était qu'une traction, le poids d'une voiture. Vraiment, je découvrais un tout nouvel univers, je découvrais tous les circuits. Donc, c'était vraiment un saut dans le grand bain. Et justement, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu es passé du karting à l'automobile à seulement 16 ans? Est-ce que quelqu'un t'a repéré ou est-ce que toi, tu as approché une équipe? Alors en fait, ça s'est fait. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de passer. C'est l'âge à partir duquel on a le droit de passer, de changer de catégorie, de passer en voiture. Et puis il s'avère que sur ma saison de KZ, la Clio Cup était venue faire une opération promotionnelle sur une course de la Stars of Karting à Varennes-sur-Allier, où j'avais rencontré à l'époque Jérémy Sari, qui était pilote dans la catégorie, et ils avaient présenté la Clio Cup, et donc c'était resté dans un coin de ma tête et on réfléchissait un peu avec mon père ce qu'on pouvait faire pour continuer d'évoluer dans le sport auto avec un budget aussi quand même maîtrisé parce que l'idée c'est toujours, il y a toujours cette notion de trouver le budget nécessaire pour rouler et ce qui est jamais évident. Donc la Clio Cup était le bon compromis. La fédération m'a donné quand même une chance de pouvoir tester la F4 au simulateur et ensuite pendant un test sur le circuit du Mans. Malheureusement, le budget n'était pas accessible pour moi. Et donc la Clio Cup est apparue comme la meilleure des portes d'entrée. Et on est allé sur le circuit de Magny-Cours pour rencontrer des équipes et puis c'est comme ça qu'est née la relation avec Milan Compétition. D'accord. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, tu as été participant de la Clio Cup France et Espagne. Ouais. Est-ce que c'était deux championnats distincts ou alors c'était un même championnat? C'était deux championnats distincts. J'ai fait qu'une seule course en fait, qu'un week-end de course en Clio Cup Espagne. Et ça avait pour objectif. Tu as gagné, je crois? Ouais, j'ai fait une victoire en junior. Et en fait, l'objectif de cette course, c'était de pouvoir préparer la course de championnat de France qui allait se faire à Barcelone aussi quelques semaines plus tard. Et puis voilà, emmagasiner des kilomètres parce que quand on démarre en voiture, on a besoin d'expérience, on roule jamais assez, on roule beaucoup moins qu'en karting. Oui. Donc le moindre tour de roue qu'on peut faire, on le prend et on le savoure. Et justement, je pense que ça t'a quand même servi puisque en Clio Cup France, tu as un beau palmarès, une victoire et 7 podiums en junior. Ouais. Donc c'est un très très beau palmarès. Junior, c'est moins de quel âge? Moins de 16 ans? Non? 18 ans? Non, junior, c'était de mémoire, ça devait être moins de 25 ans. Ah oui, d'accord. Donc avec déjà des pilotes qui pouvaient avoir de l'expérience aussi. Et le championnat était plutôt relevé cette année-là. C'était une belle bataille jusqu'à la fin.
Et bon, malheureusement, ça s'est soldé. J'étais en tête du championnat jusqu'à la dernière course. Et puis la dernière course au Castellet s'est pas passée de manière exceptionnelle. Donc seulement un titre de vice-champion de France à la fin de l'année. Mais face à Jérémy Sarry qui avait déjà 1 an d'expérience dans la catégorie. C'est pas une excuse, mais ça permet de resituer un peu le contexte et où voilà, l'objectif était de continuer à pousser. C'était une première saison pour apprendre et puis ensuite on allait voir où ça nous menait, quoi. Ok. Ensuite, est-ce que le fait d'être un rookie, donc un débutant, d'avoir 16 ans et de faire justement des bons résultats, pouvait déranger certains pilotes confirmés, comme tu disais tout à l'heure, qui avaient quoi, 10, 12, 15 ans d'expérience, jusqu'à faire exprès de te foncer dedans, de te casser un rétro, de jouer des mauvais tours pendant les courses en fait? Non, je dirais que c'est de là en faire exprès, on n'en est pas à ce stade-là. Il y a quand même un très bon état d'esprit général en voiture et ça reste aussi des championnats qui sont coûteux. On ne peut pas se permettre de casser la voiture à chaque fois. Donc globalement, ça s'est bien passé, mais par contre, effectivement, les pilotes expérimentés ont tendance à te tester. Parce que voilà, il y a un peu d'orgueil qui rentre en ligne de compte, c'est normal. Le petit jeune, il dérange au début, effectivement, mais après, voilà, il faut juste pas se laisser faire et montrer qu'on est un pilote comme un autre et que l'âge, c'est un chiffre. Et que ce qui compte, c'est la performance. Et donc, si on est plus rapide, on est devant. Si on est moins rapide, on est derrière. Et la hiérarchie se fait comme ça, pas pour une question d'âge, de genre, d'ethnie ou de classe sociale. Tu as réussi à le prouver avec ce titre de vice-champion en Clio Cup. Ensuite, 1 an plus tard, tu fais tes débuts en endurance, en LMP3, avec l'écurie Graf Racing, où tu as terminé 4e de Michelin Le Mans Cup, avec ton coéquipier Adrien Schilla. Ouais. C'est un sans faute. Est-ce que du coup, une petite introduction de ce chapitre endurance, tu peux nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'une LMP3 et la Michelin Le Mans Cup? Une LMP3, c'est un prototype. Donc si vous regardez un peu les 24 heures du Mans, je pense que globalement, ça donne une très bonne image de ce qu'est un prototype. C'est une voiture qui a plutôt une tête d'avion que vraiment de voiture. C'est des voitures qui sont plutôt puissantes, assez légères, mais surtout avec un fort appui aérodynamique. Où il faut réussir à passer un cap psychologique de se dire plus je passe vite dans un virage et plus je suis en sécurité. Et ça c'est assez contre nature. Donc c'est une habitude à prendre, une nouvelle dynamique à découvrir. Le Graf m'a beaucoup aidé là-dedans et grâce à leur expérience, ils ont cette culture de former des jeunes pilotes depuis de nombreuses années et donc c'était la bonne équipe pour pouvoir faire ça. Le championnat s'est bien passé, c'était aussi la première fois que je partageais une voiture, la première fois que je roulais aussi longtemps dans une voiture. Donc c'était encore une fois plein de nouveautés, beaucoup de choses auxquelles il faut s'adapter. Et le championnat s'est plutôt bien passé, on fait 2 podiums, on finit 3e du championnat à l'arrivée de la dernière course. Et puis on perd la 3e place pour, je sais plus, 1,5 point, je crois, sur tapis vert, mais même pas de notre ressort. C'est-à-dire que notre voiture était dans les règles, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais sur la dernière course, l'équipe qui gagne se fait déclasser. Et nos adversaires au championnat, au lieu de faire 2e, font 1er. Et donc on perd ce podium au championnat 3 heures après la dernière course. Donc ça a été vraiment un gros coup dur. Ça a été dur à avaler. Ouais, j'imagine bien. Et donc ce championnat Michelin Le Mans Cup, c'est quoi? Il y a une dizaine de courses dans la saison, c'est ça? La Le Mans Cup, il y a en fait 6 week-ends de courses, 7 courses au total, puisqu'on a une course par week-end. C'est une course de 2 heures. Sur les dernières années, c'était 1h50 à 2 pilotes. Et la seule exception, c'est Road to Le Mans, la course d'ouverture des 24 heures du Mans, où là, pour le coup, c'est 2 courses de 50 minutes dans le week-end. Donc c'est pour ça que ça fait un championnat sur 7 courses. On est vraiment dans l'endurance, on est dans un hybride entre l'endurance et le sprint, parce que 2 heures pour de l'endurance, ça reste assez court. Là, on fait un arrêt au stand, un changement de pilote, un changement de pneus et un ravitaillement en essence.
Et donc voilà, ça permet c'est une bonne porte d'entrée à l'endurance et au pilotage de ces prototypes. D'accord, c'est sûr que 2 heures c'est plus court que par exemple 4 heures de Spa, de Portimao qu'on voit en European Le Mans Series. Le championnat au-dessus ouais. En termes de prestige, parce qu'après en termes de niveau en catégorie LMP3, à cause des restrictions de composition d'équipage en ELMS, il y avait pas mal de pilotes professionnels qui en fait trouvaient pas leur place en ELMS et qui du coup venaient rouler en Le Mans Cup. Donc en fait en Le Mans Cup on avait, il y a toujours selon moi, le plus haut niveau mondial en LMP3. C'est un championnat européen par ses circuits, mais en termes de niveau on a des pilotes du monde entier et on a le niveau le plus relevé de LMP3 du monde. Et c'est compliqué de passer de LMP3 à LMP2, le prototype au-dessus? Le gap en termes de... J'ai eu la chance de pouvoir tester la voiture du coup la LMP2 en 2022 quand j'étais pilote de réserve chez TDS Racing. Ça a été une expérience géniale et voilà, c'était une belle corde à mettre à mon arc en plus. La voiture en elle-même, la LMP2, je dirais qu'elle est, on s'entend, toute proportion gardée, elle est presque plus facile que la LMP3. Dans le sens où le fait qu'elle soit plus performante, beaucoup plus optimisée, plus d'appui aérodynamique, il y a une certaine facilité de prise en main. On a aussi un anti-patinage qui est vraiment efficace, avec lequel on peut jouer et on peut influer sur le comportement de la voiture. Donc tout ça mis bout à bout fait que la voiture est un peu plus facile à prendre en main que la LMP3. Maintenant après, pour aller vite comme dans toute voiture, ça reste... Enfin, pour aller très très vite, ça reste un vrai défi. Mais le gap entre la LMP2 et la LMP3, malheureusement, il est plutôt budgétaire. Et c'est ça qui est plutôt limitant et qui a fait que j'ai pas pu passer le step entre les deux catégories. D'accord. Ensuite, je vais te poser une question tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une catégorie de décalage. Comment est-ce que tu as fait pour passer de la Clio Cup à l'endurance ? Ça a été un peu de culot tout simplement. On a contacté les équipes pour faire un test et puis le test s'est bien passé, donc on a monté le programme et après en termes de pilotage on retourne à l'école. C'est un peu ça, c'est vite résumé mais globalement c'est ça. On a la chance d'avoir dans toutes les équipes des ingénieurs avec une grosse expérience, qui savent de quoi ils parlent, qui savent coacher des pilotes, nous expliquer les techniques de pilotage, comment exploiter la voiture dans la bonne fenêtre, et puis après il faut essayer de l'appliquer, de le reproduire de manière constante et régulière, et puis c'est un travail permanent en fait. On a un temps de piste qui est extrêmement limité. Si je compare à d'autres sports, un basketteur, un footballeur ou un judoka, ils peuvent se permettre de s'entraîner plus que les autres. Ça leur coûte du temps, de l'énergie, mais je veux dire, une fois qu'ils ont leur ballon et leur panier, ça vaudra jamais un match, on est d'accord. Mais le geste peut devenir réflexe. Et ça, en sport auto, on peut pas le faire parce que c'est extrêmement complexe de faire rouler ces voitures-là. Il faut tout de suite déplacer beaucoup de monde, beaucoup de matériel, donc ça a un coût aussi. On revient toujours au nerf de la guerre, mais donc c'est vrai que le temps de piste est extrêmement limité et on arrive à le compenser un petit peu par les simulateurs aujourd'hui. Mais bon, il n'y a que du travail et on passe autant de temps à débriefer après une séance que de temps dans la séance en fait. D'accord. Ensuite, toi, du coup, t'es passé en endurance à l'âge de 17 ans, très très tôt. C'est ça. Est-ce que le permis de conduire était nécessaire? C'est une chose toute bête, mais... Alors, le permis de conduire, il devient nécessaire en France à partir du moment où, je crois, on a 19 ans et 4 mois. Je crois que c'est ça la règle. Très précis. Ouais. Je sais pas expliquer pourquoi. On n'a pas besoin du permis pour démarrer dans ces catégories, mais à partir du moment où on a 18 ans, c'est une certaine suite logique de toute façon. Mais les deux sont pas forcément corrélés. Moi, je dis toujours que j'ai appris à piloter et ensuite j'ai appris à conduire. C'est pas la même chose du tout. Non, c'est pas la même chose. Le permis de conduire, passer mon permis de conduire
a été, comme pour tous les élèves, quelque chose que j'ai dû travailler. Et voilà, j'ai eu la chance de savoir utiliser une voiture très rapidement. J'ai pas eu besoin de 2-3 séances pour savoir gérer l'embrayage. Vraiment, l'utilisation de la voiture, c'était pas un problème. Mais par contre, m'orienter, conduire avec les autres sur la route, dans un environnement qu'on maîtrise pas toujours, voilà, un circuit, je le connais. Oui. Au bout de 10 tours, je l'ai en tête, je sais où je mets mes roues, et voilà. Une route, on découvre des nouvelles routes tous les jours. Donc voilà, c'est aussi un apprentissage et une gymnastique un peu différente. Et toi, ton permis de conduire, tu l'as passé à quel âge? 18 ans, tout pile. Et t'as dû faire, comme tout le monde, les 3000 km, tout ça, ou est-ce que t'avais des aménagements? Non, j'ai fait les 3000 km de la conduite accompagnée, comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'avantage à être pilote. À la rigueur, c'est presque même un désavantage de temps en temps, parce que voilà, on peut considérer que sous prétexte qu'on a certaines compétences dans l'utilisation d'une voiture justement, on aurait tendance à les utiliser pour rouler plus vite sur la route, etc. Et c'est pas forcément l'idée, et surtout lié au fait qu'on a besoin du permis pour conserver sa licence. En général, j'essaie de pas trop jouer. Ok. Et du coup, toi, ça a dû être rapide tes 3000 km au final, parce que je sais pas, hein, mais peut-être c'est toi qui conduisais pour aller au circuit, je sais pas si t'allais au Castellet, quelque chose comme ça, non? Ouais, ça a été plutôt rapide pour avoir les 3000 km. J'ai arrêté de compter et je me suis un peu fait disputer par l'auto-école d'ailleurs, parce que j'avais arrêté de noter une fois que j'avais fait les 3000 km, mais les 3000 km, je les ai fait en 2 mois peut-être, donc c'était pas le problème. Je me souviens quand je suis allé chercher mes papiers à l'auto-école après que ma conduite accompagnée soit validée, le moniteur me dit bon bah, première visite de contrôle, on l'a fait quand tu arrives à 1000 km. Je lui dis bah à la semaine prochaine. Parce que je prenais les papiers et le lendemain je descendais à Nogaro pour un de mes premiers tests en Clio Cup justement, en partant de Normandie. Donc ouais, j'ai fait les 3000 km, j'ai fait les 3000 km assez rapidement. Donc toi tu viens de me dire justement, tu es parti de Normandie, tu es normand. Ouais. Et qu'est-ce que représente la Normandie pour toi? C'est chez moi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une région qui est géniale parce que géographiquement on est un peu au centre de tout. On a l'avantage d'avoir un climat qui varie tout au long de l'année. Il fait pas si froid que ça en Normandie, il faut venir. Voilà, je dis souvent que en Normandie il pleut moins que dans le Pays Basque. Mais en Normandie, c'est pas parce qu'il pleut pas qu'il fait beau. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la Normandie, mais non, c'est vraiment ma région natale, là où j'ai grandi, là où je me sens bien. Je voyage un peu, enfin j'ai la chance de pouvoir voyager dans des endroits très variés, et en fait je suis toujours content de rentrer en Normandie. Ensuite, pour repasser du coup en automobile, toujours dans cette même année 2017, se déroulent les 24 heures du Mans. Ouais. Tu termineras 4ème de la course d'ouverture. C'est ça. Tout en passant ton bac ES en simultané. C'est ça. Ça peut paraître un peu dingue. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? C'était une aventure de fou. Voilà, ça a toujours été obligatoire pour moi. Mes parents m'ont toujours dit pas de bonnes notes, pas de sport auto. Et donc les études ont toujours été une condition sine qua non. Et en fait, forcément, les 24 heures du Mans, c'est à peu près toujours à la même date. Le bac, à une semaine près, c'est aussi globalement à la même période. Et cette année-là, les épreuves démarraient la semaine des 24 heures du Mans. Donc j'ai quitté des révisions du bac de philo pour aller faire la photo de famille avec l'équipe sur la piste. Alors je faisais mes révisions dans le technoparc des 24 heures, donc à 200 mètres du circuit, donc j'y allais à pied, je revenais, je continuais mes révisions. Et puis mon père venait me chercher en scooter entre les épreuves du bac pour que j'aille rouler. J'ai quitté l'épreuve de philo à 11h30, à 13h j'étais dans la voiture pour faire les qualifications. Le lendemain matin j'avais mon épreuve d'histoire. Donc voilà, j'ai fait les allers-retours entre le centre d'examen qui était au Mans, c'était l'avantage, et le circuit tout le week-end. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai
j'ai eu mon bac et on fait effectivement 4e de la course d'ouverture. Avant malheureusement de se faire déclasser pour le coup pour un problème de driver ID. En fait, le driver ID, c'est une petite résistance qui est dans le système radio, dans le casque, qui fait que dès qu'on branche la radio, la direction de course sait quel pilote est dans la voiture. Ah, oui. Ça permet de contrôler les temps de conduite. Et pendant la nuit, il y a eu un bug, tout le système a redémarré et les driver ID n'ont pas été reparamétrés correctement par le chronométreur. C'est pas de notre ressort. On n'a pas, enfin je veux dire, ça a aucun gain de performance. Mais manque de bol. Voilà, manque de bol. Donc bon, je me console en me disant que on a quand même fait cette 4e place et voilà, ça nous a coûté cher en fin de saison pour garder la 3e place au championnat. Carrément. Du coup, tu disais que tu faisais tes études au Mans en sport-études. Ouais. Est-ce que tu peux revenir dessus et nous expliquer peut-être c'était quoi une semaine type là-bas par exemple? Une semaine type là-bas, c'était génial. Une semaine type là-bas, on arrivait le lundi midi, parce que tous les pilotes venaient de toute la France. On arrivait le lundi midi, le lundi après-midi, c'était ce qu'on appelle de l'étude surveillée. Donc c'était un temps qui était consacré à faire tous nos devoirs, parce qu'en fait, le pôle France était un sport-études. On avait nos professeurs dans toutes les matières, comme un lycée classique. Mais l'école ne pouvait pas être sous contrat avec l'éducation nationale parce que notre emploi du temps s'adaptait à notre programme de roulage. Donc quand on était absent, on n'avait pas cours. Et donc l'école étant pas en capacité de fournir un emploi du temps fixe des profs à l'année, on ne pouvait pas avoir ce contrat, donc on était obligé de suivre les programmes du CNED. Le CNED, c'est le Centre National d'Éducation à Distance, je crois. Et donc quand on fait le CNED, on a un certain nombre de devoirs à rendre dans chaque matière tout au long de l'année. Et donc l'étude surveillée nous servait à ça et en fait on n'était pas évalué par nos professeurs. Ensuite on avait nos cours classiques toute la semaine, voilà, par tranche de 2 heures. On était 3 dans la classe, donc c'était du préceptorat, hein. C'était juste génial de pouvoir faire cours comme ça avec aussi peu de monde. Et ce qui fait qu'on avait besoin de moins de temps aussi, de temps de cours par semaine. On avait à peu près 12 heures de cours par semaine en moyenne, auxquelles venaient s'ajouter 6 heures de préparation physique. Et en général, on finissait notre semaine le jeudi soir, où on pouvait rentrer chez nous, où en général c'était plutôt un temps qui était alloué au roulage. On roulait le vendredi, samedi, dimanche, en kart principalement. On roulait énormément. J'étais en train de préparer ma première saison de KZ à l'époque. Donc pendant tout l'hiver, on a beaucoup roulé et du coup le vendredi était alloué à ça. D'accord, ok, super. Ça s'est bien passé pour toi? Ça s'est très bien passé. On était à l'internat au lycée Le Mans Sud, mais dans un internat que de sportifs de haut niveau. Donc on était juste super bien traités, avec des chambres de 2 liées par une salle de bain et une autre chambre de 2. Enfin voilà, c'était génial, tout était neuf, tout était moderne. On partageait l'internat avec des basketteurs, des footballeurs, des karatékas, des nageurs, des athlètes. Il y avait des gens qui faisaient de la voltige équestre, des danseurs. Enfin, il y avait vraiment tout type de sport, quoi. C'était un internat qui avait été construit en collaboration avec tous les clubs de la ville du Mans. Donc c'était associatif et c'était juste génial, quoi. On avait en plus, en bon sportif, on avait de quoi suivre aussi tous nos sports. On avait une salle de repos et détente avec un billard, un baby-foot. On avait une salle de gym avec des vélos où on pouvait faire du sport, aller se détendre. Et puis il y avait des miroirs et des bars pour les danseurs. Et on avait une salle télé avec tous les abonnements qu'il fallait pour suivre la F1, tous les championnats de foot, de basket. Vraiment, on avait de quoi, on était super bien traités. Et tu me disais du coup que tu as partagé l'internat avec d'autres sportifs, donc basketteurs, footballeurs, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui étaient donc avec toi dans cet internat qui ont réussi aujourd'hui et qui ont un nom dans leur sport? Alors, j'ai pas forcément suivi l'évolution des gens avec qui j'étais à l'internat. Mais je sais que quand on est arrivé, il y avait déjà des sportifs qui étaient devenus, des karatékas qui étaient devenus multiples champions du monde. Oui. Pierre Gasly était passé aussi par l'internat, donc il y avait des articles dans l'internat sur le sport auto. Mais globalement, je pense qu'il y
il y a quand même pas mal de sportifs qui s'en sont plutôt bien sortis, et en tout cas je leur souhaite. C'est vrai qu'on a tendance à toujours se concentrer un peu sur soi et essayer de mener notre barque du mieux possible. Mais ouais, j'espère que tous les gens avec qui j'étais à l'internat ont pu aussi suivre leur carrière comme ils l'entendaient. Ensuite, pour rester dans le secteur du Mans, on va dire, et surtout pour les 24 heures du Mans, ouais. On passe en 2019 avec la victoire aux 24 heures du Mans karting, avec l'écurie Sarthe Objectif 24. Quel souvenir gardes-tu de cette course mythique en fait? Un souvenir exceptionnel. Quand tu disais tout à l'heure que mon chapitre en kart s'est terminé, c'était pas tout à fait en fait. J'ai eu cette opportunité qui s'est débloquée vraiment la dernière seconde en plus. Dernière seconde, j'irai pas jusque là, mais assez tardivement parce que en fait j'ai eu la confirmation de ma participation un mois avant. Il a fallu que je me remette vraiment dans le bain. Ça faisait 5 ans que j'avais pas touché un kart de compétition. Je connaissais bien le circuit, mais voilà, il fallait reprendre les bases. Et bon, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, mais il fallait se remettre dedans. Et physiquement, le kart est quand même très très exigeant par rapport à la voiture. Sur le plan musculaire, sur le plan cardio, la voiture tape un peu plus. J'ai tendance à prendre plus de pulsations minutes en voiture. Et puis la chaleur fait que c'est très difficile physiquement. Mais le kart, musculairement parlant, c'est vraiment hyper exigeant. Donc 1 mois de préparation physique assidue. C'était en plus mon arrivée en licence. Donc la période où en général on passe plus de temps à sortir avec les potes pour créer la cohésion au sein de la licence, c'est là où se font toutes les soirées d'intégration, etc. J'ai dû m'astreindre à une hygiène de vie un peu plus saine pendant au moins le mois où voilà, je me préparais vraiment pour les 24 heures, et puis après quelque chose de plus normal pour le reste de la saison. Mais c'est un souvenir génial parce que j'ai retrouvé des gens avec qui j'avais roulé en kart, on s'entendait très bien, des gens que j'avais pu côtoyer dans le monde de la voiture puisque So24 est très connu pour son engagement aux 24 heures du Mans depuis de nombreuses années. Donc c'était une aventure familiale et puis le résultat à la fin il est juste fabuleux quoi. Donc non, c'était que du bonheur. Ensuite on passe en 2020, le Covid-19 s'est réveillé malheureusement, et avec le confinement, la saison arrêtée, comment est-ce que tu as réussi à maintenir un rythme d'entraînement constant? En fait, maintenir un rythme d'entraînement, c'était pas compliqué parce que on avait tous du temps. C'est ça, donc je faisais du sport tous les jours, j'essayais d'occuper le temps comme je pouvais. J'avais pas de simulateur à l'époque, donc ça a été long. Le temps a été assez long. Mais ça a été une période assez difficile parce que un gros moment de renouveau en fait, tout est un peu tombé à plat, et le projet de la saison et les partenaires aussi, parce que voilà, les entreprises savaient pas ce dans quoi elles s'engageaient, l'avenir était incertain pour tout le monde, donc ça a été vraiment une période pas évidente. Beaucoup de remises en question, je me suis demandé si ça valait le coup de continuer à rouler. Ouais, parce que quand d'un coup t'es cloîtré chez toi, ça a été un hiver prolongé en fait, donc c'est vraiment difficile. Je me suis demandé si ça valait pas le coup d'arrêter parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de monter les budgets, d'aller chercher de la performance, c'est extrêmement chronophage. Et puis j'ai eu cette opportunité de rouler en championnat de France GT, une course qui sportivement s'est pas bien passée parce que on avait une voiture qui était la Ginetta était une voiture qui commençait à être vieillissante dans sa technologie, dans son développement. On n'était pas vraiment favorisé par la balance de performance sur cette course-là. Le circuit lui convenait pas spécifiquement bien non plus. Donc les résultats n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Mais pour autant, quand je suis ressorti de la voiture, je me suis dit que non, c'était ça que je voulais faire et que c'était vraiment derrière un volant que je me sentais le mieux. Donc ça a quand même eu cet impact positif là.
Et voilà, 2020, ça a été une année de remise en question pour beaucoup de monde, je pense. Moi, ça faisait déjà plus de 15 ans que je faisais du sport auto. Donc voilà, j'étais encore jeune, mais pour autant, on se demande déjà si est-ce que c'est pas le temps de tourner la page. Et puis, pas du tout. Pas du tout, parce que l'année suivante, tu as su rebondir et participer à l'Ultimate Cup Series. C'est ça. Un nouveau challenge pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était la différence entre ce championnat et la Michelin Le Mans Cup que tu connais bien? La différence entre la Le Mans Cup et l'Ultimate Cup Series, c'est que les courses sont plus longues en Ultimate. Le championnat est en théorie un petit peu moins prestigieux dans le sens où c'est pas un championnat régi par les fédérations internationales, etc. Mais ça reste un championnat européen et avec des courses plus longues, donc où pour le coup on est vraiment dans de l'endurance avec des courses qui vont de 3 à 6 heures. À 3 pilotes où on a un peu plus de notions d'économie d'énergie, de gestion du carburant, de gestion des pneus et ça a été une bonne saison. J'ai eu une opportunité exceptionnelle, ça a été de rouler avec Mathias Bech qui était pilote officiel Rébellion en LMP1, qui a fait plus d'une dizaine de fois les 24 heures du Mans, qui était le pilote de développement de la LMP3 de chez Ligier, donc il connaissait la voiture par cœur et il m'a beaucoup apporté cette année-là en tant que pilote et sur mes compétences de pilote, ma technique de pilotage, etc., mais aussi dans l'approche d'un week-end de course, de la préparation physique, dans la qualité du retour technique qu'on peut faire aussi aux ingénieurs, qui est super important. Et ouais, il m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Et quel a été le bilan de cette saison pour toi et pour ton écurie? Alors 4 courses, 2 podiums et deuxième au championnat par équipe, donc plutôt des bons résultats avec 2 courses au Castellet, une à Dijon, une au Mans, principalement en France pour le coup, mais des circuits vraiment géniaux, et ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes fabuleuses pour la suite de ma carrière et les années suivantes. Ensuite on passe à l'année 2022 où en début d'année, Henri Iax, youtubeur à plus de 1 million d'abonnés, c'est un vrai génie ce gars, franchement, youtubeur high-tech, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, je lui fais une petite pub, si tu passes par là, très peu de chance, mais si tu passes par là, je te fais un coucou Henri. Salut Henri, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais j'en profite pour faire un petit coucou aussi. Donc il a sorti une vidéo sur sa chaîne secondaire Henri Debout, ouais, qui a quand même plus de 200 000 abonnés, dans laquelle tu apparais et il te pose diverses questions, vous avez même l'opportunité de monter dans une LMP3 à l'occasion d'un baptême, faire un peu de karting ou même visiter les locaux de quelques-uns de tes partenaires. Ouais. Est-ce que c'est lui qui t'a contacté pour faire une vidéo? Ou à l'inverse, est-ce que c'est toi qui l'as approché pour lui faire découvrir le métier de l'auto? En fait, il avait lancé c'est quelqu'un que je suis parce que j'adore son contenu et je le suivais vraiment en tant que viewer classique. En tant que fan, quoi. C'est ça. Et il avait lancé un appel sur sa chaîne principale avec une adresse mail où son objectif c'était de découvrir les passions de certains de ses abonnés. Donc j'ai répondu au mail par curiosité. Ouais, sans attendre de réponse forcément. Ouais, non, absolument. Enfin, voilà, j'attendais rien de spécifique. Et puis, il m'a contacté, on a organisé le tournage et ça a été génial. C'était une bonne occasion de pouvoir faire découvrir le sport auto et surtout les derrières du sport auto. Ça reste un sport qui est malheureusement trop fermé, où il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Et donc, l'idée de pouvoir montrer un peu les coulisses de ça et puis lui faire vivre l'expérience jusqu'au bout, c'était une très bonne opportunité. Et ça t'a donné de la visibilité. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui t'ont contacté suite à cette vidéo? Quelques personnes, des bons contacts, un peu de followers supplémentaires sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Voilà, mais je l'avais fait avant tout pour pouvoir promouvoir mon sport et puis rencontrer quelqu'un de sympa. Et Henri a été une très belle rencontre. Et est-ce que c'est la même personne hors vidéo que quand la caméra est allumée ou alors? C'est exactement la même personne. Ouais. Honnêtement, c'est impressionnant de naturel et c'est ce qui est génial, je trouve, avec YouTube. C'est que je pense que
La plupart des créateurs de contenu aujourd'hui sont fidèles à eux-mêmes et c'est ce qui plaît. Donc non, vraiment exactement la même personne devant et derrière la caméra. D'accord, bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo pour aller la consulter. Ensuite, l'année dernière, en 2023, tu participes à la prestigieuse course des 24 heures du Mans virtuelle. Ouais. Notamment en concurrence avec le triple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, encore Romain Grosjean. Tu t'amèneras 18ème au classement général avec ton écurie Arnage Compétition. Ouais. C'est ça ? Est-ce que pour toi, c'est une fierté d'avoir pris part à cette course ? C'est une vraie fierté. C'était une opportunité qui s'est présentée par des connaissances. Il faut savoir qu'au 24 heures du Mans virtuel, il y avait l'obligation d'avoir 2 sim racers, des professionnels du simulateur et 2 pilotes réels. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, les pilotes réels, on est plutôt les amateurs dans cette discipline, parce que les sim racers ont une expérience folle, ils ont vraiment une vitesse de pointe qui est assez impressionnante sur le simulateur. Ils savent très bien utiliser l'outil qu'ils ont entre les mains. J'ai failli rouler avec Romain Grosjean dans la même voiture, mais bon, je m'étais déjà engagé avec Arnage, donc du coup ça n'avait pas pu se faire et j'avais transmis l'opportunité à Mathis Poulet, que j'avais connu et avec qui on a gagné les 24 heures du Mans karting. Donc voilà, quand on peut essayer de rendre service aux copains, c'est toujours sympa de le faire. Et puis ouais, ça a été une expérience géniale. Travailler sur le simulateur en virtuel, ça a été une gymnastique complètement différente. Ça a été énormément de boulot juste avant la course, entre Noël et le jour de l'an, avec un programme d'entraînement. On a passé je sais pas, une centaine d'heures à bosser en commun avec l'équipe, vraiment, et après des entraînements individuels. Jusqu'à l'événement en lui-même où il y a des contraintes techniques aussi. Voilà, il faut avoir une bonne connexion. J'avais pas encore la fibre chez moi à l'époque. J'ai pris mon simulateur que j'ai emmené chez mes grands-parents, je l'ai mis dans le garage pour avoir la fibre. Enfin, c'était des conditions vraiment particulières, mais j'en garde un excellent souvenir. Et puis quand l'événement se refera, j'espère que je pourrai trouver une bonne opportunité pour compléter un équipage et puis retenter l'aventure avec en espérant cette fois un peu plus de résultats et de performances. Mais on a quand même fini devant Max Verstappen. Bon, il a abandonné la course, ça aide, mais parce que bon, il a un niveau exceptionnel en simulateur et l'équipe, la Redline, est vraiment une des références en sim racing. Mais voilà, c'était un très très bon événement et une belle expérience. On se rappelle tous de Max Verstappen qui était déconnecté du serveur et qui était en rage face à l'organisation. Il a même déclaré, je vais citer ses phrases, j'ai rien inventé, c'est une malchance incroyable ou c'est juste de l'incompétence, ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu, c'est la 3e fois que ça m'arrive d'être déconnecté pendant la partie, c'est la dernière fois que je participerai. Est-ce que tu comprends sa haine Je comprends la haine parce que, en fait, je comprends la frustration parce que c'est énormément de travail, d'investissement. Et là, pour le coup, c'est pas un simple manque de fiabilité de la voiture ou quoi, et où on peut s'en vouloir qu'à la malchance. C'est vrai que c'est pas de chance d'avoir des déconnexions de serveurs. Ils ont essayé de tout faire pour limiter ça, mais il y a aussi des exemples dans le sim racing où le même week-end que les 24 heures virtuelles, il y avait les 24 heures de Daytona sur iRacing et où il n'y a pas eu de problème. Je pense que la difficulté d'organiser un événement de cette envergure, c'est que pour l'ACO, c'est beaucoup de médiatisation. Et donc, en fait, on a eu les problèmes qu'on a rencontrés, les déconnexions étaient liés au fait que les serveurs se faisaient DDoS. Donc on subissait des attaques informatiques parce qu'il y a un streamer qui une fois malencontreusement fait fuiter les coordonnées du serveur, les codes d'accès, etc. Et où voilà, on pouvait pas contrôler qui allait tenter de rentrer sur le serveur. Ça fait partie du jeu, mais effectivement je comprends la frustration derrière. Après Max Verstappen, c'est un peu son tempérament, son caractère. Aussi. Est-ce qu'il était comme ça quand il était jeune? Tu me disais que
as partagé les pistes les mêmes week-ends avec lui? Ouais, bah, Max Verstappen, ça a toujours été un pilote qui était très impressionnant pour beaucoup de monde. Il y avait comment dire, il y avait aussi cette réputation de Jos Verstappen, pilote de F1, donc il y avait une aura qui se dégageait autour de Verstappen. Il était très bon et voilà, c'était un pilote qui n'était pas tendre sur la piste. Seulement quelques mois après cette course des 24 heures du Mans virtuelle, tu annonces devenir ambassadeur de l'association Bouchon 276. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de cette compagnie? Alors les enjeux de cette compagnie, enfin de cette association, c'est de récolter des bouchons en plastique et tout type de bouchons, des bouchons de bouteilles évidemment, mais des déodorants, des bouchons de tubes de dentifrice. L'idée étant de les trier, de les revendre à une société de recyclage et d'utiliser cet argent pour financer des projets à destination des personnes en situation de handicap. Donc en fait c'est une association qui a plusieurs bénéfices. Le premier est de soutenir le handicap et d'accompagner les gens en situation de handicap dans leur vie, en leur facilitant la vie tout simplement, en finançant des fauteuils roulants, des véhicules adaptés, des douches aussi adaptées. Il y a aussi un but écologique parce que le plastique est récupéré, est recyclé et revalorisé. Donc c'est plusieurs impacts qui sont positifs. J'ai été approché par le président de l'association. D'accord, c'est pas toi qui a démarché vers eux? Non, pas du tout. Okay. C'est Dab, le président de l'association, qui l'a monté il y a... ça fait quoi? Plus de 15 ans. Qui m'avait contacté. Il est toujours en recherche de sportifs et d'ambassadeurs pour pouvoir véhiculer son message. Donc c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir représenter cette association et de pouvoir participer aux remises d'aide 2 fois par an, aller quand le temps le permet, aider à charger les semi-remorques chargées de camions, enfin chargées de bouchons en plastique. Voilà, l'idée c'est de pouvoir donner un coup de main et participer à la communication de cette association et de véhiculer leur message. Donc vérifiez sur le site de l'association, il y a des points de collecte un peu partout, ils ont des conteneurs souvent dans des commerces, ouais, donc voilà, ça coûte pas grand chose, c'est un réflexe à prendre. Moi maintenant j'enlève tous les bouchons des bouteilles, et même s'ils sont accrochés, il suffit juste de le tirer un peu et on le récupère, et voilà, ça aide vraiment des gens. C'est vrai, et pour finir sur cette association, je vais démentir une information. Non, on ne fabrique pas des fauteuils roulants avec des bouchons en plastique. Voilà, c'est marqué sur leur site. Ça fait des années qu'il le rabâche. Dab, au bout d'un moment, il a plus de salive à force de le dire, il en peut plus, le pauvre. Et c'est vrai que moi, le premier, au début, quand j'avais entendu parler de cette association la première fois, j'avais fait ce raccourci-là, et en fait, non, c'est vraiment une portée qui est tout autre. Et voilà, quand on participe à la cérémonie de remise d'aide, c'est tantôt au Havre, à Rouen, à Dieppe. C'est une association qui est vraiment normande, donc pour le 76 et le 27. Et d'où l'acronyme 276. Ouais. Et donc ouais, non, ça soutient vraiment des projets pour le plus grand nombre et qui ont une vraie utilité. Ensuite, pour revenir sur la partie automobile, le 19 mars 2024, très récemment, tu as été annoncé pour participer à la Next Gen Cup, un championnat avec uniquement des voitures électriques. Malheureusement, le championnat a été annulé. Donc 2 semaines après, tu as communiqué que tu ne pouvais pas forcément participer à ce championnat. Ça a dû être forcément un coup dur et un frein pour ta saison, mais tu as su parfaitement rebondir et annoncer à peine un mois plus tard participer à la Lamborghini Super Trofeo Asia. En quoi consiste ce championnat tout nouveau pour toi? Et est-ce que ça a été compliqué de trouver une écurie et un championnat en si peu de temps? Ou alors est-ce que c'était déjà acté avant la Next Gen Cup? Alors non, en fait l'histoire elle remonte même plus loin que ça, parce qu'elle remonte fin novembre 2023, où j'ai été contacté initialement pour participer au Lamborghini Super Trofeo Europe. J'ai
travaillé pendant tout l'hiver pour essayer de monter le projet, en allant jusqu'au test privé avant le début de la saison. Et puis malheureusement, ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais le projet était plutôt intéressant, et puis les gens avec qui j'avais l'opportunité de travailler étaient vraiment géniaux, donc ça aurait été top de pouvoir participer à ce championnat-là. Ça m'a permis quand même de tester la voiture et de découvrir vraiment le GT, parce que même si j'avais fait une course en championnat de France GT, c'était des GT4 qui sont des voitures qui sont quand même très proches de la série. Là, la Lamborghini Super Trofeo, c'est une voiture qui est une vraie GT assez massive et très très puissante. C'est la voiture la plus puissante que j'ai pu piloter jusqu'à présent, avec 620 chevaux. Et donc il y a eu aussi en parallèle cette opportunité en Next Gen Cup où voilà, la voiture électrique m'attire. Il y a cet aspect de nouvelles technologies, aussi pour les partenaires de pouvoir communiquer sur une énergie, de la course un peu plus vertueuse. Et puis malheureusement le championnat a été annulé, la majeure partie du championnat a été annulée une semaine avant la première course. Donc pour des raisons qui ne sont pas ni de mon ressort ni du leur, voilà, ça c'est juste pas fait. Et là pour le coup, je me suis retrouvé après le Lamborghini Super Trofeo où ça s'est pas fait, j'ai perdu mon sponsor principal. Le championnat annulé, enfin voilà, tout s'est un peu effondré en dernière minute. Et puis en 2021, quand j'ai roulé en Ultimate Cup Series, j'ai eu la chance de travailler avec un ingénieur australien qui s'appelle Matt Harvey. Je l'ai appelé et en lui demandant si voilà, il n'avait pas des contacts de gens qui pourraient chercher un pilote comme moi pour rouler, peu importe où c'était dans le monde. C'est un ingénieur qui travaille en Europe, aux États-Unis, en Asie, donc il avait une portée assez importante. Et puis c'est là qu'il m'a mis en relation avec DW Evans GT, avec Dan Wells, mon coéquipier, et donc en moins de 15 jours on a discuté, le courant est vraiment bien passé, et puis l'équipe a fait de très gros efforts et trouvé des solutions pour que je puisse aller rouler là-bas. Et voilà, j'ai eu des gens qui ont pu m'accompagner et qui ont fait que c'est arrivé. Et voilà, je remercie ces personnes-là pour leur aide, parce que voilà, repartir dans une nouvelle aventure en moins de 15 jours à l'autre bout du monde et sans sponsor, c'était vraiment pas évident. Justement, les 4 et 5 mai derniers se sont déroulées la première manche de ce championnat avec une course le samedi et une le dimanche. C'est ça. Est-ce que tu peux nous évoquer ton programme de la semaine, justement quand il y a une course, ou voire deux, dans ce cas-là? Alors là, c'est un programme très particulier parce qu'en plus, la décision s'est prise vraiment en dernière minute. Le team m'a appelé le mardi, que je dise pas de bêtises, ça devait être du 27 ou 28 avril, à 16h45 heure française, donc il était 23h45 en Malaisie, en me disant viens. Et il faut que tu sois là le plus tôt possible. Donc je suis parti, j'étais sur Rouen à ce moment-là, il a fallu que je retourne chez moi. Et à 21h15, j'étais dans l'avion pour Singapour pour aller rouler. Je suis arrivé le mercredi à 21h30 heure locale. Donc avec 6 heures de décalage horaire. C'était la première fois de ma vie que j'avais un décalage horaire à gérer dans ce sens-là et un décalage horaire à gérer pour faire une course. Donc j'appréhendais un peu de savoir comment ça allait se passer, et bon, j'ai forcé le sommeil et puis j'ai pu me caler assez vite. Et le jeudi matin à 8h30 j'étais sur le circuit, à 10h30 j'étais dans la voiture pour découvrir le circuit de Sepang, que je connaissais pas du tout, et avec toutes les contraintes que la Malaisie impose, un circuit très abrasif qui use énormément les pneus, et puis la chaleur malaisienne où voilà, il fait chaud, 60 degrés dans la voiture, ouais. Chaud et surtout très humide. C'est un climat tropical, donc physiquement c'était un vrai défi.
Et puis bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc 2 séances de test le jeudi. Ensuite les 2 séances d'essai libre le vendredi. Et puis samedi, les 2 séances de qualification, Q1, Q2. La Q1 définit l'ordre de départ pour la course 1, la Q2 définit l'ordre de départ pour la course 2. Et puis le dimanche, la course 2. D'accord. Donc quel a été ton ressenti pour cette première course qui s'est déroulée donc en Malaisie, comme tu nous l'as dit, avec ton écurie Dan Vels Evans GT? C'est ça, TW Evans GT. C'est ça. Ça fait un nom un peu... Vous avez été classé 5e sur 13 au classement écurie. Ouais. C'est ça. Quel est ton objectif pour les courses restantes? Pour les courses à venir, l'objectif c'est de continuer de construire et de continuer sur la dynamique qu'on a mis en place pendant ce premier week-end. Même pour l'équipe, ça a été vraiment un combat acharné parce qu'ils ont reçu la voiture le mercredi. Donc pour réussir à travailler sur la voiture et à la mettre dans la bonne fenêtre d'utilisation, ça a été long. On a dû énormément travailler et ça s'est vu tout au long du week-end. On n'a fait que de progresser jusqu'à atteindre le podium le dimanche sur la course 2, donc c'était un résultat exceptionnel. Et puis pour le reste de la saison et la suite des courses, l'objectif c'est tout simplement de continuer à construire et de ne faire que progresser pour aller chercher la 2e, la 1re place. Et voilà, on verra où on finira au championnat, mais l'idée c'est de travailler la régularité et c'est comme ça qu'on va gagner des championnats. Première manche s'est déroulée en Malaisie sur le circuit de Sepang. Sepang. Ouais. J'ai vu un R moi. Je te confirme que c'est bien Sepang. Ok, d'accord. Donc Sepang, excuse-moi. Sur quel circuit emblématique est-ce que tu as roulé et lequel est ton préféré? Alors du coup, ça fait un circuit de plus à ajouter et à l'autre bout du monde. J'avoue qu'il rentre dans mes préférés parce que très exotique. J'ai roulé sur le circuit des 24 heures du Mans, sur le circuit de Spa-Francorchamps. J'aurais pu rouler sur le circuit de Monaco avec la Next Gen Cup, mais ça s'est pas fait. J'ai fait Pauville, Portimao. Je dirais que dans mon top 3, Le Mans en premier, parce que c'est un circuit qui est mythique, qui est long, qui est vraiment très différent de beaucoup d'autres circuits. Le fait que ce soit 80% de route ouverte à l'année, un circuit très rapide avec les lignes droites mais aussi des virages très rapides et toute la section des S-Porsche jusqu'aux chicanes du raccordement, c'est du pain béni avec une voiture avec de l'appui aérodynamique. Donc vraiment ce circuit il a une âme, c'est juste fabuleux de rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Et après en 2 je mettrais Portimao parce que on prône souvent le dénivelé de Spa-Francorchamps, mais Portimao c'est une montagne russe, bien plus que Spa-Francorchamps encore. Ouais. Donc ce circuit est juste génial à rouler. Et puis après en 3 Spa-Francorchamps évidemment, pareil c'est un monument du sport auto, le plus beau circuit permanent du monde. Le plus long surtout je crois. En circuit permanent, oui, de manière officielle oui, parce que si on considère que la Nordschleife est plus légalement une autoroute qu'un circuit, mais oui ça fait partie des plus longs. Et puis Sepang arrive juste après parce que voilà, le circuit est vraiment génial. Moi perso, bon, personne n'a demandé. Oui, pardon, je t'ai même pas retourné la question, mais tes circuits préférés? Bon, en top 3, donc en 3ème, je mettrais Castellet. D'accord. Castellet parce que déjà c'est un circuit français. Ouais. Et bah forcément, je l'ai beaucoup plus connu que certains circuits dispersés dans le monde. Castellet j'aime bien parce qu'il y a une énorme étendue de béton justement à côté de la piste. Si jamais tu te loupes tu peux facilement te rattraper. Je sais pas si c'est mieux que du gravier par exemple. C'est mieux parce que dans le sens où ça pardonne plus.
maintenant, on a vite fait fusiller un train de pneus en partant en tête à queue sur ces bandes spécifiques. Le Castellet, c'est un circuit qui est pas mal décrié justement à cause de ces bandes de run-off, ces grandes étendues de béton, de goudron sur lesquels on peut rouler sans trop de difficultés. Mais c'est pas un circuit facile. C'est un circuit qui est vraiment très technique et sur lequel il n'est pas évident d'aller vite. Donc ouais, je peux tout à fait comprendre pourquoi tu le mets dans ton top 3. Surtout qu'il était en Formule 1 jusqu'à l'année dernière. Ouais. Et malheureusement, il n'est pas au programme cette année. Après en top 2, moi je ne mettrais Spa. D'accord. Spa aussi parce que voilà, c'est un circuit mythique. Forcément le virage, le raidillon. Ça s'explique pas. Je pourrais me permettre de dire le virage le plus célèbre du monde, ouais. Je pense. Avec sa cote à 17%, très très raide. Il y a de quoi se cacher les jambes pendant le Tour de France. Carrément. Mais est-ce que vous voulez passer à fond le raidillon vous passez Le raidillon et l'MP3 ils passent à fond, ouais. À fond absolu. On rentre dedans à 250 je pense. Oh là là. Et ça passe à fond absolu. C'est un défi ce virage, vraiment. Alors depuis qu'ils l'ont refait, un petit peu moins parce qu'il est moins bosselé et il y a un peu plus d'espace et d'étendue d'échappatoire. Mais pour autant, il est pas devenu plus facile parce que le fait d'avoir écarté les murs un peu partout, on perd pas mal de repères visuels. Et donc on fait plus confiance à la mémoire musculaire pour avoir le bon timing dans le virage. Mais ouais, à chaque fois qu'on le passe à fond, on ressort et j'ai passé le raidillon à fond, quoi. C'est juste génial. Et surtout, en plus, ça ne doit pas être facile parce que pour y être allé et être allé sur la piste avec un grand privilège, franchement, je me suis assis en bas du raidillon. Ouais. Parce que forcément, quand vous êtes dans une voiture, vous êtes à quelques centimètres à 4 cm du sol. Voilà. Et je me suis assis par terre pour essayer un peu de me rendre compte, on voit rien de ce qu'il y a en haut. Ah, pas du tout, ouais. S'il y a une voiture qui est en plein milieu de la piste et que toi t'arrives à 250 à fond, tu tapes dedans. Il faut réagir très vite. Malheureusement, j'ai perdu un ami là-bas, Antoine Hubert. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment un peu difficile de retourner sur ce lieu-là. C'est un lieu de mémoire du coup. Voilà, ça rappelle de très bons souvenirs. Ça rappelle que le sport auto est aussi un sport dangereux malheureusement. Même si la sécurité n'a cessé de progresser. Et voilà, il faut respecter les procédures jusqu'au bout. C'était le cas malheureusement avec Antoine, les procédures étaient respectées, mais il arrivera toujours un cas de figure auquel même le plus grand réalisateur de films de Hollywood n'aura pas pensé. Voilà. C'est la particularité du sport et voilà, c'est difficile, mais bon, une fois qu'on a le casque sur la tête, on a tendance à oublier un peu tout ce qui se passe autour. Carrément. En plus, nous, forcément fans, spectateurs, on ne se rend pas forcément compte du danger. Quand on voit la télé, ça paraît pas, je vais pas dire pas si impressionnant, mais quand on voit en réalité, quand tu es vraiment dans le public, quand tu vois la vitesse à laquelle passent les voitures, c'est vraiment impressionnant. Surtout que nous, on joue à des jeux tels que F1 23, Gran Turismo, tout ça. C'est pas autant impressionnant qu'en réalité. C'est vrai qu'il y a forcément des dangers, forcément. Et pour en revenir du coup à mes circuits préférés, je mets Le Mans. D'accord. Parce que voilà, circuit mythique, je suis allé 2 fois aux 24 heures, les 2 dernières éditions. C'est magique, il y a une ambiance incroyable, franchement l'atmosphère est je sais même pas décrire. C'est ni plus ni moins qu'une fête du sport auto en fait. Les passionnés et même les non passionnés peuvent vraiment prendre un plaisir fou à aller aux 24 heures du Mans. L'avantage d'une course aussi longue, c'est que on peut se permettre d'aller voir les voitures tourner à plein d'endroits différents, là où sur un Grand Prix de F1 on est cantonné à un seul virage. Il y a pas mal d'activités à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir, le village, le musée, il y a une fête foraine, et puis l'atmosphère est juste incroyable quoi. Surtout qu'en plus au mois de juin il fait souvent chaud,
Faut faire attention au moment, il y a quand même quelques averses des fois qui peuvent être assez piégeuses. L'année dernière, je pense qu'ils s'en souviennent. Ouais. Ah, oui, mais ouais, bon, Le Mans, c'est Le Mans, quoi. Exceptionnel, rien d'autre à dire. C'est ça. On revient du coup sur nos questions. Tout à l'heure, on parlait du coup de préparation physique, tu faisais du sport pendant le confinement. Est-ce que comment j'ai inventé une nouvelle expression. Loopers. Comment est-ce que tu arrives à maintenir ta condition physique pendant et en dehors d'une saison? En fait, c'est un travail régulier. Le sport auto n'est pas un sport qui muscle, mais c'est un sport qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, demande beaucoup de ressources physiques, beaucoup de ressources mentales, et où l'objectif de la préparation physique, il est multiple. Il est dans un premier temps de se protéger. Parce qu'en cas de choc, un corps préparé encaisse beaucoup mieux les forces qu'on peut lui appliquer. Ensuite, l'objectif, c'est de supporter la chaleur, parce que quand il fait 60 degrés dans la voiture, il faut que le corps soit capable d'encaisser ça. Et après, l'idée, c'est de pouvoir conserver un maximum d'énergie à allouer au cerveau pour pouvoir, comme je le disais plus tôt, réfléchir sa course. Rouler avec sa tête, rester précis, prendre les bonnes décisions au bon moment, et que le physique ne devienne pas pénalisant. Et quand on perd 2 kilos dans une course, c'est que de l'eau, mais voilà, il y a un risque de déshydratation, c'est vraiment c'est une vraie épreuve physique. Il faut essayer de se préparer au maximum pour rester le plus performant et le plus disponible tout au long de la course. Donc après, ça passe par du travail cardio, du renforcement musculaire, mais beaucoup de renforcement musculaire à poids de corps, parce que l'idée est d'avoir des muscles qui soient toniques et puissants, mais surtout pas de volume musculaire, parce que le volume c'est lourd. Et la particularité en endurance, c'est qu'il n'y a que la voiture qui est pesée. Donc plus on est léger, plus on est théoriquement rapide. Et donc l'idée, c'est de ne pas être inutilement lourd. Donc on évite les bras de The Rock dans la voiture, c'est pas très utile. Est-ce que toi tu suis un programme alimentaire particulier ou pas du tout? Non, je l'ai suivi quand il y avait des contraintes particulières pour les 24 heures du Mans Karting notamment. J'ai dû perdre 5 kilos pour équilibrer en fait les poids entre tous les pilotes, tout simplement. Parce qu'en karting, on a droit de mettre des plombs amovibles, mais c'est pas idéal parce que ils sont fixes sur le kart. Donc l'idéal, c'est d'avoir des pilotes qui sont tous à peu près dans la même fenêtre de poids. Donc ça m'est arrivé sur des programmes alimentaires bien spécifiques, mais en général c'est très ponctuel. J'essaie d'avoir un régime alimentaire équilibré, de manger de tout en quantité raisonnable. Voilà, on a cet avantage-là en tant que pilote, d'avoir un petit peu plus de souplesse, et puis ça dépend aussi des métabolismes de chacun. Certaines personnes vont avoir tendance à prendre un peu plus facilement du poids s'ils font pas attention, d'autres pas du tout. Moi je suis un peu entre deux, donc voilà, j'essaie de faire attention de manière raisonnable, mais ça interdit pas de manger du fromage, un peu de gâteau, un peu de sucre de temps en temps. Et par contre, je m'impose un régime alimentaire un peu plus spécifique pendant un week-end de course, où là voilà, il faut un apport énergétique constant tout au long de la journée, éviter le coup de barre de la digestion. Donc j'ai tendance à faire un peu plus de repas, faire entre 5 et 7 repas par jour, mais vraiment en plus petite quantité, et puis énormément boire. Ok, surtout. Parce que vu que tu perds 2 kilos. C'est ça, il faut essayer de l'emmagasiner un peu avant, et puis là en Malaisie c'était primordial. Je buvais, je sais pas, entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Ah oui, d'accord, ok. Ensuite, on voit sur tes différents réseaux sociaux que tu parles extrêmement bien anglais. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour un pilote professionnel ou pas? Oui, clairement. C'est indispensable. Le sport auto est international. On sort très vite des frontières de la France. Et il n'y a pas l'anglais et la langue universelle aujourd'hui. C'est ce qui est parlé par le plus de monde. Donc parler anglais aujourd'hui est obligatoire.
j'ai moi appris beaucoup à parler anglais sur les pistes de cartes en étant plus jeune, en pratiquant en fait tout simplement. Et puis en le pratiquant évidemment à l'école, mais ça m'a permis de prendre un peu d'avance. Et donc ouais, c'est clairement une nécessité. Après moi je trouve qu'à l'école, pour apporter ma petite touche personnelle, parce que forcément je suis encore à l'école, moi je trouve que l'anglais de l'école c'est pas forcément top pour vraiment progresser en anglais et vouloir peut-être devenir bilingue. Faut y apporter aussi du personnel et vraiment s'investir de son côté en fait. Ça dépend des professeurs qu'on a malheureusement. J'ai eu un peu de chance de ce côté-là, d'avoir des professeurs qui étaient plutôt dynamiques et qui rendaient les programmes un peu plus ludiques. Mais c'est sûr qu'en France, on a quand même une certaine difficulté à parler anglais. Je pense qu'il y a à la fois un peu de chauvinisme et de l'envie de protection de la culture dans un sens. Et puis il y a aussi un manque d'effort. Et puis moi, ce qui me choquait le plus, c'était le fait qu'en classe, on a facilement tendance à se moquer des autres. Et quelle que soit la raison. Si tu parles trop bien, on va se moquer de toi. Ouais. Si tu parles super mal, on va se moquer de toi aussi. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, plus personne parle. Voilà, c'est ça. Et donc, on a une majorité de gens en France qui, je pense, comprennent bien l'anglais, savent le lire, arrivent à le comprendre à l'oral, mais par contre, ne le parlent pas. Presque un peu par traumatisme de l'école. Et puis, une langue, ça se pratique. Donc si on la pratique pas, on perd un peu les automatismes, on cherche un peu plus ses mots et puis c'est plus difficile et c'est une espèce de cercle vicieux. Donc voilà, moi si j'avais un conseil à donner, ce serait regardez Friends, la série en anglais, l'accent est très facile à comprendre. Surtout que c'est des mots de la vie de tous les jours en fait. C'est ça. Et puis essayer de pratiquer au maximum, voilà, c'est en pratiquant c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en parlant anglais qu'on parle anglais et il n'y a pas de honte, il ne faut pas avoir peur de parler, on s'en fout des autres s'ils se moquent de nous. Moi j'avais cet avantage-là d'être souvent absent à l'école et quand je revenais du coup, oui je parlais bien anglais, oui on se moquait de moi, mais c'était pas grave, je savais pourquoi je le faisais, donc c'était un peu plus facile, mais parler. Il faut pas avoir peur et c'est vraiment utile partout dans le monde, en voyage, c'est vraiment toujours super utile. Ensuite, sur un autre sujet, pour dériver totalement, en dehors du sport auto, est-ce que tu as d'autres passions et intérêts? Ouais, alors en dehors du sport auto, en fait, on y revient toujours un peu, mais une passion qui est là depuis très jeune, c'est l'horlogerie et les montres. D'accord. J'adore cet univers parce que il y a beaucoup de connexions avec le sport auto. On est dans de la mécanique de précision, dans de la recherche de performance, de matériaux, on crée des complications exceptionnelles sur des montres et il faut que ça reste... il faut qu'on puisse toujours les mettre au poignet. Voilà. Donc c'est un univers que je trouve absolument passionnant, dans lequel il y a des savoir-faire vraiment exceptionnels. Donc c'est un vrai monde qui m'intéresse. Et puis je nourris depuis quelques années une passion pour l'astronomie et l'espace en général. Ça me fait vraiment rêver. Si j'avais l'opportunité d'aller dans l'espace un jour, je plaquerais tout pour aller dans l'espace. Et voilà, c'est un monde qui est passionnant, mais on revient encore une fois aussi à la recherche de technologie, de progrès, on recherche des solutions toujours plus innovantes et où on a l'impression qu'on est déjà arrivé à un point très abouti et où on se rend compte que en fait non, on peut encore pousser les limites toujours plus loin. Donc c'est des mondes que je trouve absolument passionnants. Puis après je pense être curieux de pas mal de choses en général. Je m'intéresse au sport en général, à tous les sports en général. Donc voilà. Ok, super. Ensuite je vais te demander, avant une course, est-ce que tu as certaines routines et superstitions? Par exemple, je sais pas, ça peut être une chaussette porte-bonheur que tu mets à chaque course. Est-ce que tu as ça dans ton cœur?
La seule superstition que j'ai, c'est que je roule depuis la course de Clio Cup au Mans. Je ne roule plus avec des bijoux. Je ne roule plus avec des bracelets, ni de collier, ni de montre. Voilà, je retire tout ça. Parce que la dernière fois que j'ai porté des bijoux pendant une course, avant qu'on ait toutes les problématiques liées à Lewis Hamilton, etc., et que ce soit vraiment définitivement interdit, on avait le droit de le faire. Et en fait, c'est une course qui s'était très mal passée, pas forcément sur le plan du résultat, mais très mouvementée, pas mal d'accidents, pas forcément pour moi, mais dans le plateau. Et puis moi, j'avais été pas mal chahuté. Et donc ouais, ma copine de l'époque m'avait dit non, tu roules plus avec tes bijoux, c'est mort. Et donc je les ai retirés et c'est resté. Donc maintenant, ouais, même quand je suis dans le simulateur, je retire mes bijoux pour rouler. Je trouve qu'en plus c'est un peu plus confortable. Mais sinon, je suis pas très superstitieux, j'ai pas forcément de routine avant de monter dans la voiture. Il y a des pilotes qui seront très fermés avant de monter dans la voiture, d'autres très expressifs, qui vont monter toujours du pied droit ou du pied gauche dans la voiture. Enfin voilà, il y a des superstitions comme ça et moi j'ai pas forcément ces routines-là. Ça dépend vraiment de mon humeur, de l'état d'esprit dans lequel je suis. Est-ce que je suis plutôt en confiance? Est-ce que j'ai encore des choses sur lesquelles j'ai des questions, des doutes avant de monter dans la voiture? Donc voilà, ça dépend de la journée. Est-ce que toi t'écoutes de la musique avant une course? Je sais que certains pilotes comme, je crois, Pierre Gasly, il me semble. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, beaucoup. Moi, encore une fois, ça dépend. Il y a des fois où je vais en ressentir le besoin et des fois pas du tout. On avait une tradition en karting. Dans mon équipe, c'était de mettre Thunderstruck de AC/DC à fond dans la tente avant d'aller rouler. Et de temps en temps, ça fait du bien de le refaire un petit peu, mais ouais, je ressens pas toujours le besoin. D'accord. Okay. Ensuite, je vais te demander, quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière? Le moment le plus mémorable de ma carrière, j'arrive pas à extraire un moment en particulier. Parce que en fait, ça s'est construit vraiment au fil du temps. Je dirais que la première fois que j'ai fait du kart a été un moment mémorable parce que ça a été impossible de m'en sortir. La deuxième fois que j'ai fait du kart a été un moment mémorable parce que je voulais pas y aller. Et puis voilà, il y a pas mal de premières étapes comme ça où le premier podium, la première victoire, la première course d'endurance, la première course internationale, le premier contrat que je signe avec Saudi en 2012, la première course internationale quelques semaines après, la première fois que j'ai goûté un KZ, j'ai roulé dans un KZ, c'est pareil, c'était impossible de m'en sortir parce que c'est juste fabuleux cette catégorie. J'en rêve encore de retourner dans ce kart-là. La première fois que j'ai roulé en voiture, c'était juste génial. Rouler sur le circuit de Magny-Cours, découvrir un tout nouvel univers. La première fois que j'ai roulé dans un proto, ça me paraissait inaccessible. La première fois que j'ai roulé au Mans, le premier tour, j'ai fait le touriste honnêtement. J'ai regardé partout, j'ai dit, sur le circuit de 24 heures du Mans, c'est génial. Et puis après, on se concentre et on roule. Jusqu'à là, la première fois que je suis allé rouler en dehors d'Europe pour la Malaisie, j'avais des étoiles dans les yeux, c'était fabuleux, j'étais un gamin et c'est juste génial. Donc ouais, j'essaie de profiter au maximum de chaque étape parce que ça se construit au fil du temps et c'est une expérience à prendre et chaque jour nouveau est une nouvelle aventure. Donc j'essaie de profiter au maximum, tout simplement. Ouais, t'as plein de bons souvenirs, t'as pas un qui ressort le plus Non, j'ai vraiment plein de bons souvenirs. Le fait de partager cette passion avec mon père pendant des années et des années en kart, à sillonner la France avec mon frère aussi et ma mère qui nous accompagnaient quand ils pouvaient. Des moments fabuleux avec Didier où voilà,
Aujourd'hui, c'est une ambiance qui était familiale et on faisait du sport auto avant tout pour se faire plaisir et on essayait de le faire du mieux possible. J'ai rencontré mon meilleur ami sur un circuit de kart, il m'est grimpé dessus en mini-kart et ça va faire près de 20 ans qu'on est meilleurs amis. Donc voilà, tout ça c'est une multitude de souvenirs que je garde avec moi et que je garderai tout au long de ma vie et qui ont fait que le sport auto en général est le meilleur moment de ma vie et c'est ce qui fait que je veux continuer à le faire. Est-ce qu'à l'inverse, c'est un moment frustrant qui ressort le plus? Voilà, c'est pareil, t'as plein de moments. Ouais, il y a des moments très frustrants. Je dis souvent que le sport auto c'est 80% de déception pour 20% de satisfaction. Mais les 20% de satisfaction sont tellement exceptionnels qu'en fait on arrive à passer au-delà de la déception. Mais il y a des courses où voilà, tu te fais sortir alors que tu sais que tu as de la perfo et t'as beau être le meilleur sur le plateau, tu la gagneras pas parce que tu as cet aspect de confrontation directe avec les autres qui n'est pas toujours évident et qui peut être injuste. J'ai deux moments qui ressortent vraiment difficiles. Ça a été le Covid parce que grosse remise en question et cet hiver. L'hiver 2023-2024 a été vraiment difficile à cause de tout le contexte. Les programmes qui se font pas, tout a remonté en dernière minute, c'est des moments de stress assez effrayants. Je pense que j'ai dû en faire baver à mon entourage parce que même si j'essaie d'avoir le moins d'impact sur eux, automatiquement quand on évolue avec des gens, on leur transmet aussi un peu le stress. Mais je me dis que c'était un mal pour un bien quand je vois comment ça se passe maintenant en Asie voilà, il faut toujours garder espoir, jamais lâcher. C'est une phrase bateau, mais c'est la réalité en fait. On se rend compte que dès qu'on baisse les bras et qu'on abandonne, on est certain que ça va s'arrêter. Alors que si on lâche pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et il y a un moment donné, si on fait les choses correctement en permanence, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, c'est le beau message de ces petits podcasts, de ces petits entretiens. Ensuite, sur un autre sujet encore, il y a moins d'une semaine, Pierre Fillon, frère de François Fillon pour ceux qui se demandent, l'homme politique. Donc Pierre Fillon est président de l'Automobile Club de l'Ouest, ouais. Je vais y arriver. Ce dernier a annoncé qu'il n'y aurait pas de Grand Prix Explorer 3 cette année sur le circuit du Mans Bugatti, en tout cas. Donc, le Grand Prix Explorer, je vais résumer en bref, c'est une course avec uniquement des personnalités d'internet, donc 22 pilotes en Formule 4. Donc là, c'est une course sprint où il y a 15 tours. Et cette année, voilà, il n'y a pas eu. Ça n'a pas été renouvelé. Voilà, ça n'a pas été renouvelé malheureusement pour une 3e édition. Donc toi, je vais te demander, si tu as suivi un peu, qu'est-ce que tu as pensé des 2 premières éditions? Et est-ce que tu penses qu'il devrait poursuivre avec un 3e pour les années futures? Alors, j'ai beaucoup suivi les 2 premières éditions parce que forcément ça parle de mon sport, donc je m'y intéresse, surtout des influenceurs, on se demande toujours comment ils vont traiter le sujet. Et je trouve honnêtement qu'ils ont très bien fait les choses. C'était vraiment génial. La qualité de l'événement était exceptionnelle, que ce soit autant le premier que le deuxième. C'est vrai. Et ils ont fait preuve d'un profond respect envers notre sport. Ils n'ont pas fait n'importe quoi sur la piste. Non. Non seulement ils n'ont pas fait n'importe quoi sur la piste, mais même dans la manière de communiquer et de présenter les choses, ils ont été très honnêtes avec les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, la difficulté que c'est de rouler à haut niveau et à haute vitesse. Et donc honnêtement je les remercie parce qu'ils ont quand même participé à mettre en lumière notre sport, à mettre en lumière la fédération, les mécaniciens et tous les acteurs du sport auto. Donc je pense que ça a été plutôt bénéfique. J'espère qu'on pourra aussi en récolter les fruits de manière plus étendue. Pour autant, je pense que
c'est pas forcément une mauvaise chose que ça s'arrête, parce que voilà, les deux événements étaient tellement exceptionnels qu'au bout d'un moment on en vient à faire de la surenchère permanente. Voilà, c'est ça. Et ça devient difficile. Là il s'arrête au sommet et c'est très bien comme ça, et il faut passer à autre chose, parce que le risque c'est que les gens se lassent aussi. Voilà, ouais. Parce que ça reste un événement où on utilise le sport auto pour rassembler des gens, mais pour moi c'était avant tout un événement de youtubeurs, et c'était très bien comme ça, parce que ça n'est resté... la destination de cet événement-là était fait pour les viewers et pour les fans. Ça permettait aux influenceurs de découvrir un nouvel univers, et je pense qu'ils ont cette force-là. Ils ont cette force-là, c'est de permettre au plus grand nombre de découvrir des univers initialement inconnus. Et donc ouais, je pense que c'est juste la bonne chose, et si ça se fait pas, c'est parce que les éléments n'étaient pas réunis. Moi j'étais très très surpris de l'investissement de tous, surtout quand on sait que par exemple des personnalités comme Mister V, je sais pas, Domingo, Seb Lafrite par exemple, sont des gens qui sont vraiment très très marrants et qui font des blagues au quotidien, alors que là pour autant ils ont vraiment pris le truc au sérieux. Alors cependant il y a eu quand même Maxence, le youtubeur, qui a abandonné parce qu'il ne se sentait pas capable justement de tenir ses responsabilités là, de conduire une voiture, tout ça. Enfin, une monoplace. Il a eu l'honnêteté de le faire, voilà. Et à la rigueur, il a eu le courage de le faire aussi, parce que ça avait été annoncé et ça n'a pas dû être évident. Non. Et je peux comprendre, hein, je veux dire, il y a des risques que je suis prêt à prendre dans une voiture, mais que je ne serais pas prêt à prendre ailleurs. Ouais, voilà. C'est pas une question de surenchère. Voilà, je pense que je serais incapable de décider de prendre une caméra et de tourner des vidéos, et voilà, d'avoir ce cran-là. Je serais incapable de, je pense, monter sur scène pendant 1 heure pour faire du stand-up et raconter des blagues, parce que j'ai pas le sens de l'humour que ces gens ont, mais voilà, c'est... Ouais, je suis pas... je pense que lui a peut-être pu être déçu de pas le faire, mais non, ils ont abordé les choses de manière très saine. Et ouais, ça a été vraiment cool à ce niveau-là. Ouais, moi j'ai adoré les 2 éditions, surtout que j'ai une anecdote en lien avec toi, avec le GP Explorer, parce que lors de la première édition, j'en avais pas entendu plus parler que ça. Et AFA, donc un des partenaires d'Emilien, est-ce que tu peux préciser ce qu'est AFA ? AFA, c'est un producteur d'huile et de lubrifiant pour les moteurs initialement de voitures, mais aussi l'industrie en général. Ils font de l'huile moteur pour tout ce qui a besoin d'être lubrifié dans la mécanique. Donc voilà. Donc justement sur AFA, j'avais vu qu'ils avaient un compte Instagram, je me suis abonné. Et par vraiment hasard, mais le plus hasard qu'il peut y avoir, je ne sais pas parler, c'est pas grave. Le plus grand des hasards. Le plus grand des hasards, voilà. Je suis tombé sur une publication qui était un concours pour gagner 2 places au Grand Prix Explorer. Je me suis dit, bon, vas-y, je participe, voilà, sans trop attendre de réponse. Et là, je reçois quoi 1 semaine après, je sors d'un cours de physique, je reçois quoi ? Bonjour, vous avez remporté le concours, veuillez me donner votre mail. Je donne le mail, je reçois les places. Ah ouais, j'ai vraiment gagné en fait. Du coup, j'ai transmis le message à mon père le soir. Et la semaine d'après, on était parti au Mans. Et puis c'était exceptionnel. Hein. Ouais, toi en plus, tu as vécu l'événement sur place. Oui, c'est vrai. Je n'ai que regardé sur Twitch. Mais c'était génial. Ouais. Non, ouais. Surtout que la première édition, il y a eu 40 000 spectateurs. Je faisais partie. Grand chanceux que je suis. Je faisais partie de ces 40 000. Après, ça a été augmenté à 60 000, si je peux dire ça. Donc voilà, Grand Prix Explorer, magnifique. Ouais, très belle expérience, et j'avais vu le live de Squeezie au The Event quand il avait annoncé ce donation goal. À la base c'était Formule Renault. Ouais, c'était Formule Renault, mais bon, la F4 est un petit peu plus accessible.
Et on est toujours un peu méfiant de savoir comment ça va être traité. Voilà. Je me suis dit, bon, ok, Ouais, ils vont aller rouler. Non, j'étais plutôt convaincu du fait qu'il allait le faire. Mais je me demandais vraiment comment ça allait être traité. Et force est de constater qu'ils ont très très bien fait les choses. Ensuite, pour rester sur cette lancée réseaux sociaux, est-ce que tu lis les critiques sur les réseaux sociaux ou alors dans les articles de presse? Est-ce que cela a un impact sur ta psychologie? Pour l'instant, j'avoue être plutôt épargné par ce genre de messages. J'ai de la chance d'avoir une communauté plutôt bienveillante. Après, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pris un peu ce réflexe de plus aller sur les réseaux sociaux parce que j'avais l'impression que tout le monde faisait mieux que moi, faisait plus de choses que moi, alors qu'on était tous confinés et il n'y avait pas grand chose à faire et que je donnais déjà le maximum et j'étais pas dans le canapé à rien faire. Et j'ai senti ma santé mentale se dégrader un peu à ce moment-là et donc j'ai pris la décision de ne plus aller sur les réseaux sociaux que pour poster. En tout cas sur mes réseaux sociaux pro. Après sur les réseaux sociaux perso je ne poste pas mais je regarde le contenu des copains et voilà. Donc j'essaie de limiter un peu le temps que je passe sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très chronophage et je me concentre vraiment sur donner le meilleur dans la voiture, ce que je peux apporter techniquement à l'équipe en termes de réglage, en termes d'expérience et puis voilà, donner le meilleur dans la voiture, c'est ça qui va parler. Ensuite, est-ce que tu pourrais me donner un rêve ou un projet, un objectif que tu aimerais réaliser à moyen terme et un autre à long terme? À moyen terme, c'est clair et net, c'est participer aux 24 heures du Mans en tant que pilote titulaire. En 2022, j'étais pilote de réserve chez TDS Racing. Ça a été une année géniale pour l'expérience que j'ai pu acquérir. Mais je suis passé à deux doigts de monter dans la voiture et puis ça s'est pas fait. C'est pas forcément un regret parce que c'était pas entre mes mains, mais par contre ça me donne vraiment envie encore plus de participer à cette course mythique et donc c'est clairement un objectif. Et à long terme je dirais pouvoir prolonger le plaisir jusqu'au le plus tard possible. J'ai envie de mourir jeune le plus tard possible. Donc faire du sport auto le plus longtemps possible. Et puis voilà, je verrai bien où ça me mène, mais essayer de continuer au plus haut niveau en étant professionnel le plus longtemps possible. Et puis voilà, on verra bien, l'avenir le dira. Ensuite, pour conclure enfin cet entretien, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune pilote qui voudrait se perfectionner? Un jeune pilote qui voudrait se perfectionner, c'est d'être curieux, passer beaucoup de temps à poser des questions. Soyez chiant, vraiment, soyez chiant, posez des questions. Soyez curieux et renseignez-vous, essayez de comprendre comment les choses fonctionnent. Honnêtement, j'ai pas un niveau exceptionnel en maths, ni en physique, ni j'ai suivi des études assez traditionnelles. Mais en m'intéressant et en discutant avec des ingés qui sont passionnés, on arrive à comprendre ce qui se passe dans une voiture, comment ça fonctionne, et derrière ça aide aussi à devenir beaucoup plus pertinent dans son retour technique auprès des ingénieurs. Intéressez-vous aux gens qui travaillent avec vous et qui travaillent pour vous, parce que les mécaniciens fournissent un travail de dingue. Ils font des heures à n'en plus finir pour qu'on puisse ne serait-ce que démarrer la voiture. Et c'est des gens de l'ombre, beaucoup trop dans l'ombre malheureusement, mais qui font ce sport. Donc soyez extrêmement respectueux de ces gens-là, parce qu'ils fournissent un travail de dingue. Et le savoir-être, le savoir-vivre, c'est primordial pour instaurer une bonne ambiance de travail dans l'équipe et derrière aller chercher de la performance. D'accord. Emilien, c'est la fin de cet entretien.
Écoute, je te remercie franchement d'avoir accepté mon invitation. J'ai été honoré de t'accueillir. Merci à toi de ton invitation. J'étais honoré de pouvoir participer à cette immersion et à cette interview. Donc merci pour la préparation des questions et le temps que tu as passé à préparer tout ça. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Bah écoutez, je vous mets tous les réseaux sociaux d'Emilien possibles en description, son site internet, son Facebook, son Insta, ta Twitter. Oui, j'ai Twitter, je suis pas très actif dessus, mais voilà, C'est pas effectivement, grave, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, ça commence tout doucement. Ah, donc TikTok, voilà. la drogue TikTok. M'en parle pas. C'est affreux. Bon, bah Emilien, écoute, je propose de dire au revoir aux visionneurs de la vidéo. Merci à vous surtout d'avoir regardé cette longue interview, ce long entretien. Et bah écoutez, je vous dis à une prochaine. Merci, Emilien. à très vite. Salut. Salut Nathan.